On peut battre tout le monde. Le quatrième arbitre me dise, vous êtes sûr? Parce que je pense qu'il n'avait pas le ballon, je pense que c'est pas faute, je pense que vous êtes sûr, vous risquez de perdre la carte verte. Et je me retourne et je vois mon assistant qui me dit, tente-le. Et ils étaient même choqués, mes joueurs. Wow. C'est là où je me suis dit, c'est bon, tout ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, alhamdoulilah, on a réussi. C'est personnel, je vais pas le dire, mais ça nous a tous touchés en fait. Et moi j'ai les larmes aux yeux, j'ai dû me lever et partir de Racheta aussi. On parlait souvent de ça et on disait on va aller au palais, on va aller au palais, on va aller au palais. On va aller au palais, je sais pas pour quand, je sais pas pour qui, je sais pas pourquoi, mais on ira parce qu'on va tout donner. Et on a senti les joueurs quand même touchés et on a fait comprendre aussi aux joueurs que tout le monde faisait partie de tout le monde, que vous êtes le peuple. Et on est très fiers. C'est Mohamed Ouabi, une finale de la Coupe du Monde, une Coupe du Monde. Un cadeau à Sa Majesté, au peuple marocain. Est-ce que vous réalisez encore cet exploit? Réaliser, oui, mais vous l'avez bien dit, un cadeau offert à Sa Majesté et au peuple marocain. Aujourd'hui, je me considère pas comme champion du monde. Je l'ai dit, je pense plusieurs fois, on se considère champion du monde. J'ai l'impression que le Maroc est champion du monde. Et ma plus grande fierté, c'est de le penser encore maintenant. Peut-être que dans quelques mois, je vais penser à autre chose et je vais me dire, oh purée, moi, coach, je suis champion du monde. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir partagé, d'avoir ressenti cet amour du peuple et ce soutien depuis le début, j'ai juste envie de dire, nous sommes champions du monde et très fiers. Très, très, très fiers. On va parler dès le début. Vous avez refusé plusieurs offres. Vous êtes venu s'installer au Maroc. Vous avez cru au projet marocain? J'ai cru au projet marocain dès le départ et j'ai laissé parler mon cœur aussi, bien entendu, parce que revenir au Maroc alors que je connaissais le Maroc que par les vacances et surtout quand j'en ai parlé avec mon papa et ma maman, de voir leurs yeux qui brillaient, de se dire purée, je reviens au Maroc, c'était voilà, mon cœur me disait qu'il faut y aller, mais moi je suis quelqu'un qui fonctionne aussi beaucoup avec ma tête. Et alhamdoulilah, quand je me suis un peu renseigné aussi sur le développement et sur la manière dont le Maroc se développait au niveau du football, ça m'a confirmé que je devais me lancer. Et c'est vrai qu'on a toujours la possibilité de travailler dans beaucoup d'endroits, mais je pense que là il y avait pas photo. À partir du moment où j'étais libre, je devais tenter ce coup et je regrette pas. C'était plutôt une route qui était un peu difficile avant d'arriver à cet exploit-là. On parle de la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique. Vous l'avez jamais appelé comme un échec, c'est plutôt un moteur de succès pour ces petits jeunes joueurs qui ont réalisé aujourd'hui une grande victoire pour le peuple marocain. Comment vous avez pu transférer on va pas dire un échec, mais cette défaite à quelque chose, à un exploit par la suite? C'était une déception. Voilà, c'était pas un échec. Et je répète, c'était pas un échec. Vous savez, quand vous jouez plus de Coupe du Monde, on vous a quand même critiqué par rapport à cette. Oui, mais ça, à la rigueur, quand je termine cette Coupe d'Afrique et que dans la rue, les gens nous félicitent et sont fiers du parcours qu'on a fait, quand les gens qui ont suivi les matchs, quand tous les adversaires contre qui on a joué, tous les spécialistes qui étaient là, qui ont analysé les matchs et les amis et la famille sont fiers de ce que vous avez fait, voilà, les gens veulent critiquer, ils peuvent critiquer, il n'y a pas de problème. C'est dans leur droit aussi, et c'est ça aussi qui nous permet des fois de se remettre en question. Mais moi je le prenais positivement par rapport à ce qu'on avait donné aux gens, et négativement par rapport au fait qu'on voulait gagner et qu'on était déçus de ne pas avoir gagné. Mais quand pendant 20 ans vous jouez, c'est votre deuxième Coupe d'Afrique en 20 ans et que vous n'avez pas fait de finale depuis 97, et que dans tous les matchs on était supérieur à tous les adversaires, même en finale, qu'on a raté des occasions. Voilà, on peut pas considérer ça comme un échec, mais une déception. Et donc voilà, nous c'était juste le processus qui continuait. C'était pas se dire oh purée, on a raté la CAN, il faut qu'on. Non, le processus continuait. On aurait gagné et on aurait fait la même chose. Tout ce qu'on a fait après la CAN, on aurait fait la même chose. Et je pense que les gens vont peut-être pas me croire en disant ça, mais c'est vrai parce que j'ai pas besoin de perdre pardon pour me remettre en question mes choix et d'être exigeant envers les joueurs. J'ai pas besoin de perdre pour ça. Et donc voilà, donc moi c'était naturel. Les gens pensent qu'il y a un avant-après, alors que non. C'est un processus qui a commencé à 2 ans et demi avec cette génération. Que l'échec de la qualification en 2022, lorsque on rate la qualification en perdant contre la Libye, qui était pour moi un gros échec. Là, il y avait un avant-après. Il y avait une panique?
Pas une panique, c'est que à partir de ce moment-là, je savais que je maîtrisais pas tout. Je savais que j'étais pas bien préparé, j'avais pas le temps aussi, il faut le reconnaître. J'avais pas et donc les joueurs qui sont venus, qui n'étaient pas présents, pardon, que j'ai pas su remplacer, ceux qui les ont remplacés n'étaient pas prêts à participer à cette Coupe du Monde, ces qualifications. Il y avait plein de choses que j'avais pas maîtrisées et que je me suis dit je vais plus refaire la même erreur. Et à partir de là, on est reparti du bon pied. On a été très exigeants. Et puis voilà, en termes de panique, je dirais pas ça, mais je rebondis sur ce que vous dites parce que quand on parle de mon attitude pendant les matchs, mon calme, je dis bon, je suis pas forcément calme parce que c'est très serein quand même. Je mange pas le jour du match et donc il y a quand même quelque chose qui bouille en moi. Mais l'UNAF qu'on a fait en Égypte, on a fait un superbe UNAF, on a vraiment été très très performant et on a très bien joué. C'est vrai que c'est le moment où j'ai le plus stressé. Le moment où vous avez senti de la pression un peu? Non, c'est pas la pression. C'est-à-dire que je me dis, parce que la pression, le fait d'être là après ou d'être viré ou autre, ça pouvait arriver à tout moment, même à la Coupe d'Afrique. Mais c'était le traumatisme qu'on avait vécu aux éliminatoires en 2022 que j'avais encore en tête. Je me suis dit, purée, c'est la même chose. On a tout, on est confiant, même s'il manque des joueurs. Je sais qu'on est une belle équipe, je sais qu'on est plus fort que tout le monde, mais il faut pas qu'on se rate. Et quand vous avez vécu un traumatisme, de revenir en Égypte, dans pratiquement la même ville, voilà, c'est exact. Et donc voilà, c'était peut-être ce moment-là qui a fait que j'étais un peu plus stressé. Et puis pour la suite, c'était voilà, c'était rester naturel, avoir confiance au travail qu'on a réalisé. Ça, c'est super important. C'est pas une question d'avoir confiance en soi, c'est confiance au travail qu'on a réalisé tous ensemble. Et moi, j'avais confiance. Et voilà, et la Sierra Leone ici, c'était un match capital parce que si vous gagnez, vous vous qualifiez en demi-finale et vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde. Et ça faisait plus de 20 ans. Mais on a toujours pris ces matchs-ci, je les ai toujours pris avec sérénité, sans penser à l'après. Oui, si tu perds, bah voilà, c'est peut-être fini, mais j'ai jamais pensé à ça. J'ai toujours pensé au positif. Et je pense que ça aide beaucoup de penser au positif. Exactement. Puis avant de parler de cet exploit-là, puis la route, puis la chronologie des choses, je veux avoir votre avis sur le travail qui est fait par la Fédération royale marocaine de football, avec la vision globale de son président, bien sûr, tout sous la direction de Sa Majesté, bien évidemment, et aussi l'Académie Mohamed VI. On parle d'un nouveau Maroc en ce moment, on parle d'une influence sur le continent, sur l'échelle internationale. Comment vous percevez tout ça? Mais c'est bien de parler de ça parce que je l'ai dit, je le redirai encore parce que sans la vision globale Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, avec l'assise de Srirat en 2008, avec la création de l'académie en 2009, avec cette idée de rendre le Maroc dynamique, de se servir aussi du football pour faire en sorte que les jeunes croient en eux, qui s'émancipent aussi. Et je pense que ça a été très bien mené par notre président Fawzi Larja. Et c'est des personnes que je cite beaucoup parce que je sais que c'est la clé de tout. Sans projet, sans processus, on n'y arrive pas. Et ce processus, il a commencé à ce moment-là. Et d'avoir cette exigence aussi qu'a monsieur Fawzi Larja. J'étais assis ici, je pense. On était assis ici juste après la CAN. Et il avait parlé aux joueurs en disant, OK, il faut se remettre en question, il faut aller de l'avant et aller gagner la Coupe du Monde. Et il me le disait, à regarder les adversaires les yeux dans les yeux. Pourquoi? C'est quand même une déclaration qui a fait réagir beaucoup d'internautes, beaucoup de joueurs, beaucoup des équipes nationales partout dans le monde. C'est comme, on est là, on a fait une défaite, mais la route continue, on s'en va chercher le titre. Ouais, ça va. Je suis quelqu'un qui pense comme ça, vraiment. Et c'est pour ça que je rejoins souvent ce que notre président nous dit, parce que je suis à la base comme ça. Je suis très confiant, je me dis toujours, j'ai peur de personne et on va aller à partir du moment où on se donne les moyens. Et c'est vrai que le message qui est passé pour les joueurs aussi, c'était super important parce que on sent que on fait partie d'une fédération forte. On sent qu'on est très exigeant avec nous. Mais c'est pas grave parce qu'on nous donne les moyens. À partir du moment où on nous donne les moyens, pour moi, c'est plus facile et pour les joueurs aussi. Donc, on est une fédération forte, on est un pays dynamique à tous les niveaux. Ça dépasse le cadre de football, ça on le sait aussi. On sait aussi qu'on a envie de montrer cette image d'un Maroc conquérant, d'un Maroc uni, d'un Maroc solidaire, d'un Maroc qui va de l'avant, qui a pas froid aux yeux, des jeunes qui s'émancipent. Et je pense que c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est que on doit croire en nous. C'est le message que j'essaie de faire passer à mes enfants depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, quand on est champion du monde, après, mes enfants, quand je les ai sur le terrain, la première chose que je leur dis, vous avez vu, croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout.
C'est le message que je vais essayer de leur dire et j'en ai profité sur le terrain avant même d'avoir moi-même soulevé la coupe. Et donc voilà, c'est important, ça dépasse le cadre du sport et du foot. Là, on s'en va vers cette route-là pour aller chercher le titre. C'était quoi votre message à vos joueurs, à votre staff, avant même de mettre le premier pas dans l'avion? Est-ce que vous étiez là pour aller chercher la coupe? Est-ce qu'on a cru avant de mettre notre pied dans l'avion? Moi, je reviens toujours sur le processus. C'est pas un jour J où on vient, on dit les choses. C'est un jour qui se prépare. Ce sont plusieurs jours où on prépare des choses. Ce qu'on veut mettre dans la tête des joueurs, ce qu'on veut mettre dans la tête du staff, et dans la tête du staff en premier, parce que c'était mon intention de d'abord conscientiser le staff pour qu'après le staff, à toutes les échelles, les kinés, le responsable matériel, passe les mêmes messages. C'était important. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est avoir cette confiance, se dire que tout ce qu'on fait, c'est pour aller à la Coupe du Monde et faire une grande Coupe du Monde. Et je me rappelle qu'après l'UNAF, quand on se qualifie, on est sur le terrain encore, on a envie de fêter ça. Je dis, ouais, fêtez ça, mais calmement, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour aller à la CAN. Et quand à la CAN, on joue nos matchs et on se qualifie, je dis, tout ce qu'on fait, c'est pour faire une grande Coupe du Monde. C'est toujours, c'est un petit défaut des fois, parce que on profite pas assez du moment. Et moi, j'ai peut-être ce défaut-là, je profite pas assez du moment parce que je pense tout de suite à l'après. Et je pense que mettre ça dans la tête des joueurs depuis le début, chaque match amical, chaque entraînement, de dire non, on est à fond, on est à 200% parce qu'on veut faire une grosse Coupe du Monde. Voilà, je crois que c'est ça le processus. Et puis avant de prendre l'avion, j'ai pas beaucoup parlé avec les joueurs parce que j'attendais que tout le monde soit là. Il y en a qui nous ont rejoints là sur place. Et une fois qu'on était sur place, je me rappelle peut-être du dernier discours que j'ai eu avec mes joueurs pour parler de cette Coupe du Monde. Et je voyais les yeux des joueurs, je ressentais quand même c'est comme si on voyait du feu, des flammes dans leurs yeux. Ils sont prêts, là. Ouais. Et leur dire qu'on n'avait rien à craindre, pourquoi on devait craindre l'adversaire, qu'est-ce qu'ils avaient plus de nous, qu'est-ce que nous on n'avait pas, on a tout. On a joué contre la plupart de ces équipes. C'est aussi l'importance d'avoir fait des matchs internationaux contre les meilleures nations et de se dire voilà, on a vu dans tous les matchs, même ceux qu'on a perdus, qu'on était capable de battre chaque équipe, mais qu'on était capable de perdre contre n'importe qui. Donc retenez bien ça. On peut perdre contre n'importe qui, on peut battre tout le monde. Donc à vous à faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse battre tout le monde. À donner votre 200%, bien sûr. Ouais. On tombe dans un groupe de morts. Le Brésil, l'Espagne, le Mexique. Il y avait un 50-50 de chances pour toutes ces équipes-là. On bat l'Espagne, premier match. On bat le Brésil. On joue un super bon match face au Mexique, mais c'était un match, on était déjà qualifiés. C'était quoi votre réaction en garantissant la qualification directement après le deuxième match? Ben, je sais pas si vous avez suivi juste après la conférence de presse et les interviews, j'étais très ému. J'ai très ému, mais mais je l'ai dit, c'était ce que les joueurs avaient fait, le fait d'être premier du groupe, le fait d'être qualifié, bien entendu, et d'aborder le troisième match sans pression, mais aussi, avec tout ce qui se passait au Maroc, avec les joueurs qui étaient affectés par ça. On avait fait une réunion la veille, on leur avait parlé de ça, on leur avait expliqué, on leur avait dit aussi et je leur avais donné aussi l'opportunité de parler, de s'exprimer, et on a senti les joueurs quand même touchés, et on a fait comprendre aussi aux joueurs que tout le monde faisait partie de tout le monde, que vous êtes le peuple. Je dis, qui est le peuple? Le peuple, c'est qui? Je dis, vous êtes le peuple, je suis le peuple, tout le monde, nos familles. Et donc, je sais qu'on a joué ce match avec un état d'esprit encore plus conquérant, pour montrer une image vraiment de jeunes gamins unis qui veulent se battre pour tous les Marocains du monde, pour son roi, pour son pays, et pour garder cette unité. Et je le sentais, c'est ça qui m'a ému le plus, de voir ces jeunes et de se dire, purée, ils sont en train de faire quelque chose de grand. On l'a remarqué dans la conférence de presse. Ouais, tout le monde l'a remarqué, votre calme, il a sorti des émotions. Ouais, mais c'était dû à ça, et vous savez, quand vous essayez de mettre les émotions de côté, vous faites des choix à tête froide, à tête reposée, sans état d'âme, mais qu'en fin de compte, vous avez un cœur, vous avez des émotions, donc il y a des moments où ça sort comme ça, parce qu'on peut pas rester des robots, on n'est pas des robots, et je pense que des fois on doit l'être, parce qu'on doit prendre des décisions qui font mal, mais des fois, voilà, c'est naturel. C'est naturel. On parle d'avoir battu la Corée du Sud, les États-Unis qui étaient un des favoris pour remporter la Coupe du Monde. On arrive à demi-finale pour jouer contre la France. Soyons honnêtes et transparents. Y a-t-il un moment que vous avez douté que cette équipe peut pas aller jusqu'à la finale ou peut pas remporter la Coupe du Monde? Y a-t-il un moment de faiblesse que vous avez eu pendant ce cheminement-là?
Ben, peut-être que c'est ça qui nous a fait gagner. On n'avait pas. Vous n'aviez pas. Il y avait pas, j'ai pas ressenti un moment de faiblesse où on se dit, euh, ça va être difficile ou ça va être compliqué. Non. C'est On juste va au fond chaque match. ouais, trouver les bons mots. Ça veut dire que, moi, j'essaye de trouver les bons mots avec mon staff pour motiver les joueurs. Et puis après, on a le ressenti, comment les joueurs sont. Et on n'a jamais ressenti un groupe qui se relâchait. On a toujours ressenti un groupe serein. Ça, c'est important parce que trop de pression, trop de tension, c'est pas bon non plus. On a toujours ressenti un groupe serein, calme. Ça veut dire qu'ils fêtaient une victoire et le lendemain, on a l'impression qu'ils avaient tourné le bouton et qu'ils s'étaient concentrés sur la suite. Même les préparateurs physiques, ils étaient exigeants. On l'a senti. Il y avait des déclarations de joueurs qui disaient que la préparation physique était quand même exigeante, puis c'est ça ce qu'on voulait. Le préparateur physique, bon, il peut pas, le préparateur physique les tue pas physiquement. Il peut pas, on peut pas. On est dans une compétition, on joue tous les 3 jours. Mais c'est vrai que chaque jour, il y avait la mobilité, la souplesse, il y avait toujours quelque chose. On n'aime pas laisser les joueurs aussi, là, comme ça, dans leur chambre, sans rien faire. On essaie de faire du repos, mais du repos actif. Où on puisse continuer à avancer quand même. Et je me rappelle le préparateur physique qui me dit, Ahmed Azmi, qui vient de Tanger et qui me dit, ouais, coach, ils vont me détester, hein, ils vont me détester. Je dis, c'est pas grave, ils doivent pas t'aimer maintenant, ils t'aimeront plus tard. C'est après, quand ça va passer, qu'ils vont se dire, purée, tout ce que faisait Ahmed, c'était pour notre bien. Et il était là derrière eux tout le temps pour les vitamines, les compléments alimentaires, les protéines, les repos, les soins, le planning des soins. Tout était vraiment bien structuré. Puis on l'a remarqué, l'équipe était physiquement prête, était apte à jouer chaque match à 200%. Oui, parce qu'il y a le staff médical aussi qui a fait son travail de soins très important. On a ramené encore quelqu'un d'autre, Glenn Verkotteren, pour assister justement le staff médical et assister Ahmed Azmi, notre préparateur physique, pour prendre des joueurs individuellement, il y a des joueurs qui jouent régulièrement et qui ont besoin de récupérer, il y a des joueurs qui jouent moins et qui ont besoin de faire plus. Et donc c'est important d'individualiser aussi pour que tout le monde soit à chaque match prêt à performer. Et il y avait un gros travail. Sincèrement, il y avait un gros travail. Je les ai même pas encore eu au téléphone tous. Je vais les appeler, mais je pense qu'ils sont tous en train de dormir encore. C'est sûr, j'ai un gros repos. Tellement ils ont beaucoup travaillé. On arrive à la demi-finale contre la France. C'était pas une demi-finale normale. On parle de la vengeance, on parle des titres de journaux, on parle d'une demi-finale en 2022 qui était perdue par l'équipe A. Est-ce que les joueurs, ils ont senti une petite pression pour avoir une victoire pour ce peuple-là qui était perdu, qu'elle a fait des émotions, qu'elle a fait pleurer plusieurs supporters, bien évidemment. On tombe sur la même équipe, mais à niveau différent. Mais moi, je l'ai dit, je leur ai dit aux joueurs, ce qui s'est passé, ça va pas changer. C'est-à-dire que on peut pas être champion du monde en 2022, on pourra pas jouer la finale en 2022 parce que c'est passé. On a perdu contre la France. Nous, on joue contre la France pour justement gagner cette Coupe du Monde, à arriver en finale. On doit penser qu'à ça. On peut pas penser au passé. C'est pas à nous à refaire l'histoire. Ce qu'on fait, c'est des jeunes, en plus, ils sont en train d'écrire leur propre histoire. Et je l'ai dit toujours, c'est une Coupe du Monde. C'est des matchs avec un contexte particulier. Si je commence à rajouter des motivations, ça sert à rien. La motivation, elle est là. Ils jouent une demi-finale de Coupe du Monde et ils ont l'occasion de jouer la finale. Et c'est peut-être le seul moment où je leur ai dit, vous allez jouer. Parce qu'on dit toujours qu'on joue, et c'est vrai pour nos trois, pour les 40 millions de Marocains. Mais là, ils devaient jouer pour eux aussi. Parce que je dis toujours, une finale, ça se vit quand même particulièrement. Je dis, voilà, vous êtes en demi-finale, si vous gagnez, vous allez avoir 3 jours extraordinaires. C'est les 3 jours les plus beaux de votre vie, en fait. Au moment où vous êtes en finale, où vous profitez, où vous vous entraînez pour la finale, où vous allez à la conférence de presse pour la finale, les photos avec la coupe, avec le trophée, la rentrée avec l'Argentine, les hymnes nationaux, le public, le stade plein. C'est un moment à vivre. Et pour vivre ce moment, il faut atteindre la finale. Et donc pour vous, il faut voilà. Mais on était un peu trop confiants dans ce match-ci. Trop confiants parce que les joueurs ont décidé d'aller chercher plus haut. On dit, ouais, coach, on va aller chercher plus haut 15 minutes. Et on voyait que des fois, ils allaient trop haut, trop pressés à contre temps. Donc, ils allaient pas tous en bloc. Et donc, on a eu des décalages, on a eu des espaces qu'on a laissés à la France. Et donc, voilà, c'est un match qu'on a moins maîtrisé. Et on a eu beaucoup d'occasions. Donc, on a dû garder son calme. Mais c'était pas un match facile à gérer. C'est sûr, on a vu ça. Puis honnêtement, de tous les matchs qu'on a vécu avec l'équipe U20, vous avez donné une bonne prestation. C'était tout le temps d'une façon plus équilibrée. Avant de passer à la finale, puis finir avec la finale, on vous a appelé le roi du carton vert.
C'est à chaque fois qu'on l'utilisait, la plupart du temps, on avait raison. Comment vous réagissez à ça? C'est que c'est une nouvelle opportunité. Est-ce que vous l'approuvez d'une vue d'entraîneur? Comment vous voyez ça est-ce que c'est quelque chose qui va être utile pour le football par la suite? Je pense qu'il y a beaucoup de choses positives. Ça va être utile. Déjà, ça donne un peu plus de responsabilité à l'arbitre. Il va pas se cacher derrière la VAR tout le temps. Donc il prend ses décisions aussi, et c'est bien de revenir encore à ça. Ça va permettre aussi de pas aller voir la VAR pour n'importe quoi et n'importe. Ça tue un peu. Ouais, le rythme. Je pense qu'ils font ça pour le rythme aussi, mais sincèrement, en plus avec mes lunettes de loin, vous croyez franchement que moi je voyais les actions? Quand je sortais la carte, c'est que ou les joueurs ou le staff me disaient qu'il fallait la sortir. Moi, je faisais que le geste. Exactement. On l'a remarqué aussi contre l'Argentine. C'est Zabiri, quand il a levé sa main, c'est là que. Ouais, Zabiri, il me fait comprendre, et puis j'attends mon analyse vidéo et mon assistant sur le banc qui ont le live et qui revoient encore les images. C'est pas toujours facile. Comment ça se passe? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est... Ouais, ça prend quelques secondes, mais c'est parce qu'il y a le live et puis il faut revenir un peu en arrière. Et il faut revenir au bon moment. Et puis il y a qu'un plan. Il y en a deux, mais il n'y a pas assez de plans pour voir vraiment s'il y a faute. Et vous voulez pas perdre ce privilège-là parce que vous avez comme deux. Voilà. Et c'est ce que me dit le quatrième arbitre, hein. Et l'action est encore en jeu, donc ça nous laisse le temps. Parce que comme je sais plus ce qui se passait en fait. Je sais pas si l'action était encore en jeu ou pas, mais ça nous laissait le temps quand même. Et le fait que le quatrième arbitre me dise: vous êtes sûr? Parce que je pense qu'il n'avait pas le ballon, je pense que c'est pas faute, je pense que vous êtes sûr, vous risquez de perdre la carte verte. Et je me retourne et je vois mon assistant qui me dit: tente-le. Jamal Aïd Benedir. Il me dit: tente-le. Je sors, quoi. On fait confiance. Et en fait, on a échoué. Quand on dit on a échoué, on n'a pas eu gain de cause. C'est-à-dire que nous, on le tente pour le carton rouge. Exact. Ou le penalty. Et c'est ni carton rouge, ni penalty. Donc, vous étiez déçu par la décision de l'arbitre? Non, parce que je trouvais ça, je disais, voilà, je suis quelqu'un de cohérent aussi. C'est-à-dire que je suis pas trop dans l'émotion quand je fais les décisions, et que l'arbitre vous explique honnêtement, voilà ce qui s'est passé, pourquoi. Voilà, je dis, OK, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Mais dès qu'on marque après, sur coup franc, je me retourne vers lui pour lui dire, ben voilà. C'était un plus malgré tout qu'on peut marquer, c'est sûr et certain. On a vu des joueurs qui sont prêts. Honnêtement, on est rentré, c'était pour remporter la Coupe du Monde. On a vu des combattants sur le terrain. C'est comme quand on essaie de marquer 2 buts la première mi-temps. Puis ça a enlevé un peu de stress pour tout le monde. Moi, j'étais derrière la télé avec mes parents. Tous les supporters, ils étaient dans leur café. Vous aussi, de votre bord, comment vous avez vécu est-ce que vous avez imaginé ce genre de scénario? Marquer un but dans les 20 premières minutes, après ça, un deuxième but la première mi-temps. Est-ce que vous avez imaginé ce scénario? Ça, oui. Qu'on marque, qu'on mette 3 buts, je l'avais imaginé. J'avais dit que si on était efficace, on allait faire très mal à cette équipe. Si on était efficace. Je savais qu'on allait avoir beaucoup d'occasions. Je savais aussi qu'on avait une défense très, très solide. On a une défense très solide parce que tout le monde défend. Et je savais que devant, il y avait tellement de joueurs avec de la qualité. Donc, je l'avais imaginé. J'avais imaginé qu'on pouvait marquer des buts, qu'on pouvait gagner ce match, qu'on pouvait même le terminer avec 3 buts d'avance. C'était quelque chose que j'imaginais. Mais ce que j'imaginais pas, sincèrement, c'était la gestion mentale, la gestion émotionnelle de mes joueurs. C'était la crainte que j'avais. La crainte que j'avais, c'était que les Argentins nous fassent sortir du match, comme ils ont fait sortir du match la Colombie avec des cartons rouges, comme ils ont fait sortir du match le Mexique. Et donc, c'était une équipe qui provoquait aussi beaucoup l'adversaire. On leur a montré les images. Et ils étaient même choqués, mes joueurs. Wow. Et les fautes qu'ils faisaient, les blocs qu'ils faisaient, etc. Comment ils cassaient. C'est vrai latino, c'est. Oui. Et ça, et c'était un travail qu'on a fait aussi. De nouveau, c'est un processus, c'est un travail qu'on fait depuis très très longtemps. Rester calme, jouer notre jeu, quelles que soient les circonstances. Donc nous, on a insisté que sur ça. Bien entendu qu'on a parlé de tactique, on a parlé de plein de choses, mais on a insisté sur une chose. Et c'est mes derniers mots, c'est de dire, vous pouvez oublier tout ce qu'on vous a dit au niveau tactique. Si vous retenez une chose, gardez la tête froide, ne tombez pas dans la provocation. S'ils vous font une faute et qu'ils vous provoquent, souriez. Essayez de les faire sortir eux du match. Et d'avoir vu mon équipe répondre positivement à ça, pour moi, ça c'est la plus grosse satisfaction. On a vu la meilleure action, c'est Mama qui tombe et sourit devant la caméra pour tout le monde. Vraiment, ça c'est ce qui m'a rendu le plus fier. C'est là où je me suis dit, c'est bon, tout ce qu'on a fait depuis de nombreuses années, parce que c'est aussi pour ça qu'on rate les qualifs il y a 3 ans avant, la gestion des émotions, alhamdoulilah, on a réussi. On a réussi,
Et c'est grand ce qu'on a fait parce qu'on va se servir de ce match pour les générations d'après. On a souvent craint les Égyptiens, les Tunisiens qui nous faisaient sortir des matchs, etc. Là, on voit que il y a plus de, on peut craindre personne en ce moment. Il y a plus de complexe par rapport à ça aussi. Avant de finir, je vais décortiquer quelque chose, puis j'aimerais ça que vous le décortiquiez avec moi. Chacun a pris la parole dans le vestiaire, mais vous avez mis le point sur Jassim qui a pris la parole. Qu'est-ce qu'il a dit exactement aux joueurs avant le match? C'est personnel, je vais pas le dire, mais ça nous a tous touchés en fait. C'est de pouvoir jouer pour sa maman pour plusieurs raisons. Et juste demander en fait à ces joueurs de l'aider à rendre fière sa maman. Je vais être honnête avec vous, ça a fait bouger des émotions dans le vestiaire avant cette. Trop. C'était aussi dans la causerie en fait. C'était trop d'émotions. J'ai les larmes aux yeux, j'ai dû me lever et partir. Et c'était même trop d'émotions. Je voulais pas qu'on ait trop d'émotions pour jouer cette finale, parce que déjà c'est une finale. Mais on voit que ces joueurs-là, c'est juste la preuve qu'ils jouaient pas pour eux. Ils jouaient pour quelqu'un d'autre. Voilà, ils jouaient pour le peuple, pour Sa Majesté, pour la fédération, pour tout le travail acharné. C'était toujours pour ça. Et je crois que c'est ça qui a fait notre réussite. Et c'est ça qui va changer aussi ma vision. J'ai toujours travaillé dans tous les clubs où j'étais. J'ai toujours travaillé pour rendre le meilleur de moi-même et rendre le supporter, le club reconnaissant. C'est-à-dire que on me donne l'opportunité, et je veux pas décevoir. Mais pour le Maroc, c'est quelque chose d'incroyable et ça donne envie de continuer. On parle des valeurs familiales, on parle des valeurs que principalement les Marocains ils ont. Au sifflet final, la première chose que vous est tombée par la tête, c'est quoi exactement? En une phrase, à qui vous avez pensé? Au papa, la maman, les 3 enfants, la conjointe, à qui vous avez pensé exactement? J'ai pensé à ma femme, mes enfants, mes parents. C'est eux que j'ai appelés tout de suite. Dès que j'ai félicité tout le monde, c'est eux que j'ai appelés tout de suite, avant même d'avoir des larmes. Ouais, des larmes de joie, bien évidemment. Oui. Ouais, des larmes de joie et des larmes de joie parce que c'est des moments qu'on a envie de partager. C'est pas des moments qu'on a envie de vivre seul. Parce que notre force, en fait, le fait de réussir, c'est qu'on n'est pas seul. C'est qu'on le fait ensemble. J'ai un staff, j'avais énormément de personnes. Il faut qu'on soit bien entouré, bien évidemment. Oui, mais après, c'est nos choix aussi. C'est-à-dire que le temps nous laisse l'opportunité de bien voir qui est capable, qui est pas capable, et donner le temps aussi à celui qui vient dans le staff ou le joueur de se montrer. Ça, c'est important aussi, parce qu'on peut pas juger comme ça. Et c'est vrai qu'on a construit quelque chose de grand grâce à la DTN aussi, et d'un staff uni, d'un groupe de joueurs unis, et on était une famille, et dans cette famille, on a nos familles aussi qui étaient. Moi, ma maman, elle a toujours dit, elle suivait mes matchs à distance, mais c'est pour moi. C'était mon fils, je veux du bien, ne te stresse pas, tu stresses trop. Elle le voyait, tout le monde me dit, vous étiez calme. Ma maman elle me dit, ouais, tu stresses trop. Il y a personne qui s'est rendu compte que vous stressez, c'était tout en dedans, ça pliait en dedans. Et qu'elle me dise que et pour tous les joueurs, c'est que ce sont comme mes enfants aussi. Voilà, c'est la preuve qu'on a touché vraiment tout le monde et on est très fiers. On se fait recevoir au Palais Royal. Est-ce que vous avez attendu ça? Est-ce que vous avez déjà imaginé qu'un jour, je serai le coach qui a remporté la Coupe du Monde et je me fais recevoir? C'est un rêve à tout le monde. C'est mon rêve. C'est le rêve à tout le monde de se faire recevoir au Palais Royal. C'est quelque chose que je parlais beaucoup avec Smaël Taoussi, qui était notre analyse vidéo, et le fils de Rachid Taoussi. On parlait souvent de ça et on disait on va aller au Palais, on va aller au Palais, on va aller au Palais. On va aller au Palais. Je sais pas pour quand, je sais pas pour qui, je sais pas pourquoi, mais on ira parce qu'on va tout donner et on est en train de bien Peut-être travailler. pour nous les Marocains, la Coupe du Monde c'est cher, mais se faire recevoir, c'est un honneur. C'est le résultat d'un gros travail acharné, bien évidemment. Oui, je l'ai dit aussi souvent parce que quand vous êtes là-bas, vous êtes tout petit, minuscule. Mais en fait, quand vous recevez les félicitations du prince héritier Moulay Hassan et de Sa Majesté, que vous honorez, vous vous sentez tellement grand. Vous dites, vous avez tellement fait quelque chose d'incroyable, en fait. Et donc voilà, c'est une fierté d'être marocain. Ça donne envie encore plus de donner tout à ce pays, de le montrer au monde entier, en fait. Et alhamdoulilah, on a la presse encore internationale qui m'interroge sur ça, et c'est une fierté pour nous, et c'est pour ça que je vais continuer à parler à la presse internationale, parce que j'ai envie de dégager ça, qu'on est fier d'être marocain, et que ce pays il est dynamique, ce pays il avance, ce pays il veut se développer, ce pays n'est pas parfait, mais il a cette intention là d'être parfait, et donc alhamdoulilah, on est fier de contribuer humblement, parce que ça reste que du foot, mais contribuer humblement à mettre le sourire, juste voilà. Puis pour finir, j'aimerais que vous vous adressez à cette caméra et vous adressez un message
que vos enfants vont se souvenir, vont se rappeler, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Je sais qu'ils vous ont cher, que je sais que c'est un message qui serait très important pour papa, de la part de papa, bien évidemment. J'aimerais que vous leur adressiez ça. Puis après ça, un message, bien sûr, pour le peuple marocain qui vous a soutenu, bien évidemment. Moi, je dis toujours à mes enfants, les actes parlent si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. Et je leur disais beaucoup de choses aussi. Et les actes prouvent aussi que quand je leur disais, vivez votre rêve un maximum, n'ayez crainte de rien, osez, viser les étoiles dans votre vie. Je pense que voilà, on a l'exemple parfait, c'est qu'on peut y arriver. Et je dirais la même chose parce que je parle avec mes enfants et j'ai envie de parler à tous les jeunes, tous les Marocains, quel que soit leur âge, leur passer le même message qu'il faut travailler dur, avoir confiance en son travail, avoir confiance en soi, viser le top, le maximum. Et voilà, et c'est Dieu qui donne, alhamdoulilah. Et à partir du moment où on fait tout ce qu'on peut, nous, on est récompensé. Coach Wahbi, merci d'avoir été avec nous sur elbotella.com. Vous nous avez rendus fiers et vous avez remporté la Coupe du Monde, bien évidemment. Vous êtes un champion. Vous êtes en ce moment sur la bonne voie. On vous souhaite bon courage, bonne chance. Merci beaucoup. Parce que ce qui s'en vient, c'est encore meilleur, j'imagine, pour le football marocain. Merci encore. Merci à vous.